Bonjour à tous, vous le savez, Ford est aujourd'hui le seul constructeur qui propose une gamme de véhicules FlexiFuel. FlexiFuel, ça signifie qu'ils sont capables de rouler soit avec du super 95 ou 98, soit avec du super éthanol E85, donc mélange de entre 60 et 85% d'alcool, soit d'ailleurs avec un mélange d'essence et de super éthanol E85. On a déjà essayé la Fiesta qui était une bonne surprise. Aujourd'hui, je vous propose de tester le Puma qui devrait lui aussi briller par un coût kilométrique absolument sans concurrence. Pour parler du Puma qui roule à l'éthanol, on est dans un champ de betteraves. Elles ont été récoltées, elles sont d'ailleurs sous les bâches blanches que vous voyez derrière. Sinon le Puma, on connaît. Le Puma, c'est un SUV compact qui fait 4,18 m de long, là où les concurrents font 4,30 m. On a une finition et ça comptera ST-Line, c'est-à-dire un peu sportive. Sinon, la voiture est bâtie sur la plateforme de la Fiesta qui a été rallongée pour la circonstance de 6 cm. Un profil de SUV coupé, c'est ce qui lui donne son look très dynamique. Bon, personnellement, j'aime bien. Il y a aussi quelques bonnes trouvailles. La première va se trouver dans le coffre. Le volume du coffre est très correct. Bon, là, le seuil de plancher est au plus haut. On peut le redescendre évidemment beaucoup plus bas ici, vous voyez. Et puis surtout, vous avez encore un compartiment caché en dessous. Voilà, un compartiment étanche dans lequel on peut mettre des objets qui vont être sales. Si vous allez à la pêche, une paire de bottes, ou si vous allez par exemple comme moi là dans un champ de betteraves. Et quand vous le nettoyez, vous avez une bonde comme un lavabo en bas là que vous pouvez défaire pour évacuer les eaux usées. L'allongement de l'empattement permet de proposer plus de place, un peu plus de place qu'à bord de la Fiesta. C'est pas gigantesque pour 5 passagers, mais pour 4, c'est suffisant. J'aime bien la présentation, bon, avec un chouette Puma quand vous ouvrez la porte, mais surtout avec une qualité de fabrication qui fait quand même assez sérieux. Ici, vous avez voilà, des plastiques qui sont souples. Là, ici, l'habillage fait penser à du carbone, même si c'en est pas. Et puis, quand on allume, bon, on a une version super équipée quand même. Voilà, avec l'écran tactile central, bon, un graphisme qui date un petit peu désormais. Des compteurs numériques paramétrables. On va changer. Voilà, vous avez plusieurs modes de conduite qui sont disponibles. On essaiera Sport tout à l'heure. Sur ce tableau de bord hérité de la Fiesta, Ford avait bien retravaillé l'ergonomie, même s'il y a encore un tout petit peu trop de boutons sur le volant à mon goût. Version disponible uniquement avec une boîte mécanique quand on est en FlexiFuel. Cette version ST-Line Vignale est extrêmement bien équipée, avec par exemple un volant chauffant, des sièges chauffants ou encore un toit ouvrant vitré. Sous le capot, c'est le petit moteur archi connu chez Ford, le EcoBoost 1 litre 3 cylindres. Ici, dans une version 125 chevaux. Alors, ce qui est surprenant, c'est que sur le modèle essence, il est disponible avec une micro-hybridation qui est bien dans les relances avec le couple supplémentaire de l'alterno démarreur. Ici, il est purement en thermique, donc sans micro-hybridation, mais comme vous allez rester avec moi jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise que je vais vous annoncer. Le principal reproche qu'on peut faire à la voiture, c'est pas le manque de confort, mais c'est une certaine fermeté des suspensions, et c'est en particulier dû à cette version ST-Line qui possède un châssis sport avec des roues. Alors là, on a des 18 pouces, on peut même aller jusqu'à 19. Donc si vous cherchez un peu de moelleux à éviter, bon, le pendant, c'est qu'évidemment, on aura un comportement qui sera beaucoup plus précis. C'est vrai qu'on a un train avant là qui est particulièrement incisif. C'est très plaisant à conduire, comme beaucoup de Ford d'ailleurs, mais on peut se demander si ça correspond au caractère de cette auto. À mon sens, il vaut mieux opter pour un châssis standard. On sera moins plaisir que là, mais honnêtement, qui roule comme ça avec une voiture de ce type. Oups là,
C'est le défaut des modèles actuels avec des transmissions exagérément longues pour baisser les émissions de CO2 lors de l'homologation. Vous voyez, en reprise, là j'accélère à fond. Pour info, le modèle doté de la micro-hybridation, donc bien aidé par un alterno démarreur en termes de couple, réalise l'exercice en 13 secondes 7. Là, on a déjà largement dépassé. Voilà, 18 secondes, ça fait 5 secondes de plus pour les dépassements. Il faudra rentrer 1 ou 2 rapports. 110 km/h, voie rapide, micro d'ambiance de la caméra pour tester le volume sonore à bord de ce Puma FlexFuel. En moyenne 67 décibels. Bon, on entend assez peu le moteur, faut dire, vous avez vu à 110 km/h on est à 2400 tours, donc un régime très faible pour un petit moteur comme celui-là, 3 cylindres d'1 litre quand même. Et en revanche on a des remontées qui sont dues aux pneumatiques qui eux sont extrêmement généreux, et je pense que le niveau sonore, bon, c'est pas bruyant, hein, attention, mais le niveau sonore qui est pas parmi les meilleurs est sans doute dû à ces roues un peu surdimensionnées pour la voiture. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, vous savez que rouler au superéthanol induit une surconsommation. On dit en général 25% parce qu'il y a moins d'énergie dans 1 litre d'éthanol que dans 1 litre d'essence. En fait, l'hiver, on surconsomme un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on ne roule pas au E85. Dans les pompes, on trouve du E65 pour faciliter les démarrages. Moi, sur mon Puma FlexFuel, j'ai consommé en moyenne 7,3 litres au 100. Donc, en fait, je ne suis pas du tout à plus 25% de consommation. Je dois être, très honnêtement, aux alentours de 15% de surconsommation, ce qui prouve que l'adaptation à l'éthanol a été très bien faite. Habituellement, c'est plutôt le moment très désagréable pour les automobilistes. Je ne vais pas dire que là on s'amuse, mais on garde le sourire quand on passe à la pompe, parce que même si le superéthanol a pas mal augmenté ces derniers mois, on est passé sur cette station Carrefour de 70 centimes le litre à 76 centimes le litre, donc ça fait quand même 6 centimes d'augmentation. Ça paraît peu pour ceux qui mettent de l'essence, mais c'est beaucoup pour ceux qui mettent du superéthanol. J'ai l'impression de revenir dans mon enfance en faisant le plein quand mon papa mettait 20 francs d'essence dans sa voiture. Là, on va avec 30 € faire pratiquement le plein du Puma et on pourra faire aux alentours de 500 km. Ce Puma FlexFuel, il n'est pas loin d'être parfait à quelques détails près. Des détails importants quand même. Tout d'abord, éviter la finition ST-Line avec le châssis sport et les grandes roues. Ça manque de confort. Ensuite, est-ce qu'on a besoin d'une finition aussi élevée que celle-là? C'est pas sûr, parce que le modèle est vendu 29 400 €, alors que de base, on est plutôt juste en dessous de 24 000 €. Enfin, cette version, vendue au même prix que le modèle thermique, manque un petit peu de punch dans les reprises, alors que quand il est doté, ce moteur, de la micro-hybridation, ça fait le job. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que Ford n'a pas vendu la version FlexFuel avec le moteur micro-hybridé? Eh bien, je vous l'ai dit dès le départ, il y a une petite surprise, ça va être le cas bientôt. Donc Ford a compris son erreur et va commercialiser ce Puma avec la micro-hybridation en FlexFuel. Je vous rappelle, 5 € au 100 km, ça devrait consommer encore un petit peu moins, c'est absolument sans concurrence en coût kilométrique. Donc mon conseil, ce sera d'attendre un peu et de faire attention quand vous cocherez la liste des options du modèle.